moi c'est Bader Mahaman Djoula, je suis référent à agriculture durable au sein du secteur sécurité alimentaire et moyens d'existence d'action contre la faim. Ici présent d'ailleurs le responsable de ce secteur, Cyril Kif, qui vient d'arriver aussi, qui est mon collègue. Alors, je vais m'entretenir avec vous donc, sur la question quel modèle agricole pour la sécurité alimentaire et une meilleure nutrition, une alimentation saine. Donc, pour aborder cette question, donc, je vous propose ce plan de présentation. Donc, dans un premier temps, je vous ferai une présentation rapide d'action contre la faim. Ensuite, j'aborderai donc les questions des enjeux agricoles et alimentaires mondiaux. Certains des enjeux ont été abordés par M. Abadi à l'instant. Ensuite, mais se basant donc sur l'analyse de ces enjeux agricoles et alimentaires mondiaux, discuter avec vous quel modèle agricole pour assurer la sécurité alimentaire et une meilleure nutrition donc, pour une population mondiale de plus en plus croissante. Après, donc, partager avec vous un ensemble d'exemples de projets d'action contre la faim sur le terrain, mis donc par action contre la faim sur le terrain. Et enfin, donc, conclusion et discussion. Donc. Tout d'abord, action contre la faim, c'est... Deux mots sur l'action contre la faim, c'est une ONG humanitaire qui a été créée en 1979 et dont le mandat principal est de lutter contre la faim en focalisant ses efforts sur la question de la nutrition. Donc son mandat principal, c'est la réponse aux urgences et crises humanitaires, mais aussi la lutte contre la sous-nutrition, donc double mandat, donc réponse aux urgences humanitaires et puis lutte contre la sous-nutrition. C'est un réseau international de 7 sièges, composé de 7 sièges, donc la France, l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, le Canada et tout récemment l'Inde. Et Action contre la faim intervient dans 42 pays à travers le monde, essentiellement en majorité dans les pays d'Afrique subsaharienne, mais aussi en Asie. Alors, pour mener à bien, pour exécuter donc ce double mandat de lutter contre la faim en focalisant ses efforts sur la nutrition, Action contre la faim mobilise un certain nombre d'activités, donc à développer une approche multisectorielle donc à la question de la lutte contre la faim, en mobilisant un certain nombre de secteurs d'activité, nutrition et santé, santé mentale et pratique des soins, sécurité alimentaire et moyens d'existence, eau, hygiène, assainissement, plaidoyer, mais aussi des activités, des expertises transversales telles que la question de la recherche, mais aussi gestion des risques et des désastres. Donc la sécurité alimentaire représente une composante essentielle donc, des activités ou de l'expertise d'action contre la faim, tout simplement parce que Action contre la faim intervient dans des pays où la question de l'insécurité alimentaire représente donc un enjeu crucial et où l'agriculture contribue à hauteur à peu près au tiers, à 30% du produit intérieur brut. Laquelle l'agriculture, et on sait aussi qu'une grosse partie de la sécurité alimentaire est assurée grâce notamment à la production agricole. Laquelle production agricole, comme on vient de le voir, connaît un certain nombre de défis et d'enjeux globaux. Donc on va les voir quels sont ces enjeux. Donc, quels sont donc les enjeux agricoles et alimentaires mondiaux? Aujourd'hui, vous l'avez dit, M. Abadé, l'un des plus gros défis de l'agriculture aujourd'hui demeure sa capacité à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour une population mondiale de plus en plus croissante et de plus en plus urbanisée, avec des ressources naturelles qui s'épuisent aussi de plus en plus. Donc un double challenge. Juste quelques chiffres que vous connaissez, hein, que vous avez aussi abordés dans votre présentation, mais que je vais réitérer ici afin de planter le décor de mon intervention. Donc, on prévoit que d'ici 2050, 9 milliards d'habitants, donc 9 milliards d'habitants qu'il doit falloir nourrir, il doit falloir alimenter, sachant que 60% de cette population d'ici 2030 sera urbanisée et on sait qu'en général, l'urbanisation s'accompagne d'une demande accrue en denrées alimentaires. À ces chiffres, donc, en lien avec la démographie mondiale, on a aussi les chiffres en lien avec la question
de la faim dans le monde. Selon le dernier rapport SOFI donc, de la FAO, 815 millions d'habitants, 815 millions de personnes sont affamées à travers le monde. 60% de cette population sont dans des zones de crise, vivent dans des zones de crise. En plus de ces chiffres sur la faim, donc il y a aussi la question de la nutrition. On parle de 155 millions d'enfants en retard de croissance, 50 millions d'enfants émaciés et plus de 2 milliards de personnes à travers le monde qui souffrent de cette fameuse faim cachée, c'est-à-dire ces carences en micronutriments essentiels pour une meilleure nutrition. En même temps qu'on souffre dans les pays en développement, par exemple, de la sous-nutrition pour avoir manqué de nourriture dans certains pays du Nord, mais aussi dans beaucoup de pays émergents, on souffre aujourd'hui de l'excès pondéral pour avoir notamment trop richement mangé. Donc, vous voyez donc le double challenge de la sous-nutrition, mais en même temps de l'excès pondéral. Tous ces défis sont en plus amplifiés donc par les effets du changement climatique qui accentuent davantage la difficulté à lever ces différents défis. Alors, mais parallèlement à tous ces défis et malgré tous ces défis, j'allais dire, aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines et périurbaines, les populations comptent largement sur la production agricole issue de l'agriculture familiale pour subvenir à leurs besoins en denrées alimentaires essentiels. Tout simplement parce que plus de 80%, ça aussi c'est les données de la FAO, plus de 80% de la production alimentaire mondiale est produite par des exploitations familiales. Donc, il est absolument... donc, il est évident que dans les pays qui cumulent à la fois, dans les pays d'Afrique subsaharienne, mais aussi de l'Asie, qui cumulent à la fois une forte pression démographique et une baisse de la productivité à l'hectare, donc pour aider ces pays à sortir du cercle vicieux de la faim et de la sous-nutrition, il est absolument nécessaire d'accompagner la petite production agricole familiale. Donc, autant donc il y a une certaine unanimité au niveau mondial aujourd'hui quant à soutien à apporter à la petite agriculture familiale pour sortir ces pays du cercle vicieux de la faim à travers le monde, les pays en développement, autant donc on peut dire qu'il y a une divergence de vie quant à quel modèle adopter pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire et la nutrition dans ces pays. Car, comme vous savez, aujourd'hui, on peut dire que l'agriculture mondiale a la croisée du chemin de deux modèles agricoles. Entre ces deux modèles, il y a aussi d'autres systèmes, plusieurs systèmes de modèles agricoles. Mais globalement, les deux tendances aujourd'hui, c'est le modèle conventionnel, donc issu de la révolution verte, et le modèle agroécologique. Donc, modèle conventionnel caractérisé en général par des systèmes de production très spécialisés, très homogénéisés, donc spécialement faisant de la monoculture. Système ou modèle conventionnel qui fait un recours massif à des intrants externes, donc ces intrants de synthèse externes, mais aussi qui au final exige en tout cas un recours massif à des investissements privés, lequel investissement privé sur le long terme peut créer de la dépendance du petit producteur. À tout cela, il faut ajouter la question de la gestion non durable des ressources naturelles du sol que vous avez mentionné, de l'eau, mais aussi de la biodiversité. En face, on a le modèle agroécologique qui, contrairement au modèle conventionnel, fait la promotion des systèmes de production diversifiés, donc diversification agricole, incluant donc l'intégration de l'agriculture et de l'élevage, recours à des intrants internes, donc le fameux recyclage du nitrate que vous avez mentionné, donc c'est prôné aussi par l'agroécologie. La gestion optimisée des ressources naturelles, la promotion des semences locales,
mais aussi, au final, l'autonomie du producteur, l'autonomie du petit producteur à l'endroit de ces intrants de synthèse qui sont souvent coûteux. Donc voilà les deux caractéristiques principales de ces deux modèles, des deux modèles agricoles aujourd'hui à travers le monde. On peut dire qu'aujourd'hui encore, c'est le modèle conventionnel qui reste le plus dominant. Quoique le plus dominant, donc, ce modèle est de plus en plus pointé du doigt, du fait notamment d'un certain nombre de conséquences que ce modèle a générées, en particulier l'impact sur l'environnement, baisse de la fertilité des sols, pression sur les ressources naturelles, pollution des nappes phréatiques, vous l'aviez mentionné. Du fait notamment de ces impacts sociétaux, préoccupations sociétales sur la qualité de l'alimentation, sur les impacts des produits phytosanitaires, l'usage des antibiotiques, mais aussi surtout dans les pays en développement aussi, ça crée beaucoup de conflits sociaux liés notamment à l'accaparement des terres, des ressources agricoles et en particulier des terres. Mais aussi il y a aussi la question des impacts économiques, influence sur les prix des denrées alimentaires, mise en concurrence des marchés compétitifs, dépendance du petit producteur, comme on l'a vu tout à l'heure, du fait notamment de cette dépendance que crée l'agriculture conventionnelle à l'endroit des intrants agricoles. Alors, donc, comme je disais tantôt, quoiqu'il est dominant, ce modèle est pointé du doigt, et donc la communauté internationale, aussi bien de la société civile que du monde académique ou de la recherche scientifique, appelle de plus en plus à un changement de paradigme, donc un changement de paradigme vers des modèles agricoles qui soient beaucoup plus durables, donc passer du système conventionnel productiviste à des systèmes agroécologiques, donc des systèmes agricoles plus durables. Qu'est-ce que c'est que la durabilité quand on parle de l'agriculture? En fait, l'agriculture durable, tout comme les principes du développement durable, se base sur les trois principes de durabilité, ayant donc trois objectifs, à savoir l'objectif économique, objectif environnemental, mais aussi objectif social. Donc, l'objectif économique est ciblé à travers la rentabilité économique de l'exploitation agricole. L'objectif environnemental donc, est ciblé à travers la performance environnementale de l'exploitation agricole. Et l'objectif social est visé à travers l'acceptabilité et l'adhésion sociale des mesures agroécologiques préconisées dans un système de production donné. Alors, l'agroécologie, on peut la définir, elle a trois dimensions. On peut la définir d'abord, comme vous l'avez défini, M. Abadé, comme une discipline scientifique donc, qui utilise les sciences de l'écologie pour la gestion des agrosystèmes, dans la gestion des agrosystèmes. C'est aussi, deuxième définition, c'est un ensemble de pratiques agricoles qui se basent sur les interactions bénéfiques ou les interactions biologiques et bénéfiques qui puissent exister entre les composants d'un agroécosystème afin notamment de faire de cet agrosystème plus résilient, plus autonome à l'endroit d'un certain nombre de facteurs de production. Et bien sûr, objectif social aussi, la dimension sociale, la définition de l'agroécologie comme mouvement social, sachant que de plus en plus, l'agroécologie traite des questions sociétales en lien avec l'alimentation, la santé, etc. Alors, la question de l'agroécologie est centrale à Action contre la faim et centrale à la stratégie des interventions agricoles d'Action contre la faim, laquelle stratégie est articulée autour de 4 objectifs stratégiques principaux. Premier objectif, assurer la relance agricole suite à des crises aiguës, tout simplement parce que Action contre la faim étant une ONG d'urgence, donc on vise donc ce mandat d'ACF à travers ce premier objectif stratégique. Accroître la résilience des petits producteurs et des systèmes agro-silvopastoraux, en particulier
dans nos zones d'intervention, telles que le Burkina, telles que la RCA, etc., pour que ces systèmes agro-silvopastoraux continuent à être productifs. Troisième objectif stratégique, c'est permettre l'accès à une consommation alimentaire diversifiée. J'avais mentionné en introduisant Action contre la faim que son mandat principal est de lutter contre la faim en focalisant ses efforts sur la nutrition. Donc nous ciblons à travers cet objectif stratégique, nous ciblons la question de la nutrition. Quatrième objectif, c'est développer le plaidoyer en faveur de l'agriculture familiale et de l'agroécologie, tout simplement parce que on a besoin quand même, il faut dire que l'agriculture aussi, c'est le politique aussi qui impacte, les politiques agricoles qui impactent aussi le développement agricole d'un pays ou d'une région donnée. Donc c'est pourquoi il y a besoin de développer un plaidoyer politique en faveur des décideurs politiques afin qu'ils puissent donner la place, qu'ils puissent faire la promotion, de l'agriculture familiale et de l'agroécologie. Donc, tous ces 4 objectifs stratégiques concourent à un objectif général commun, qui est celui de développer une agriculture, une sécurité alimentaire durable et sensible à la nutrition. Je dirai 2 mots plus tard sur la question de la sensibilité, à la nutrition d'un programme de développement agricole. Alors, le document ici présent, donc, vous voyez cette photo, c'est avec donc, une pratique d'agroécologie, en particulier le paillage, donc semi sous couvert végétal. Donc ce document, il donne en fait les arguments pour lesquels Action contre la faim a fait le choix du modèle agroécologique comme modèle d'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire et la nutrition dans ces zones d'intervention. Alors, là, je vais vous donner les arguments pour lesquels nous avons fait le choix à Action contre la faim d'opter pour l'agroécologie comme modèle de développement agricole. Tout simplement parce que Action contre la faim, nous considérons que l'agroécologie représente une alternative viable et louable donc pour la réalisation de la sécurité alimentaire dans ces 4 dimensions, à savoir l'accès, la disponibilité, l'utilisation et la stabilité, en particulier dans les régions du monde où la sécurité alimentaire des ménages est dépendante et tributaire en tout cas de leur propre production. Donc leur sécurité alimentaire dépend de ce qu'ils produisent et de ce qu'ils consomment. Deuxième argument pour lequel ACF a fait le choix de l'agroécologie, c'est la question de la diversification alimentaire versus monoculture. Tout simplement parce que les systèmes conventionnels dont la caractéristique principale est d'être un système fortement spécialisé, donc, a mis en avant la monoculture, en particulier monoculture céréalière, laquelle monoculture, on sait qu'elle a beaucoup favorisé la production de certaines céréales, dont le mil, 4 céréales principales en particulier, le mil, le sorgho, le maïs et le blé, lesquelles céréales qui sont connues pour être très riches en hydrates de carbone, donc en protéines, et très pauvres en micronutriments essentiels pour une meilleure nutrition. Donc pour Action contre la faim, la question quand même de la diversification alimentaire, la question de la diversification alimentaire, mais aussi la question de la faim cachée, les carences en micronutriments, donc c'est important. C'est pourquoi on promet la diversification alimentaire pour tacler notamment tous les inconvénients de l'agriculture conventionnelle basée sur la monoculture. À travers aussi la diversification, on peut aussi effectivement réduire notamment l'utilisation d'un certain nombre de produits phytosanitaires chimiques, en particulier à travers la promotion donc, de la gestion intégrée des ravageurs, associations culturelles, par exemple en associant des plantes feuilles avec des plantes racines, des plantes légumes, etc. On peut aussi rompre le cycle biologique d'un ravageur donné et donc ne pas avoir à faire recours à un quelconque produit phytosanitaire chimique. Alors, en ce qui concerne les consommateurs, la production
alimentaires issus de l'agroécologie met à leur disposition des aliments plus diversifiés et qui soient localement disponibles, en particulier à travers notamment le développement des circuits courts de production, mais aussi la mise en place des AMAP et autres structures de ce genre. Autre argument pour lequel l'Action contre la faim a fait le choix de l'agroécologie, c'est le renforcement de la résilience, comme on l'avait dit dans le deuxième objectif stratégique, c'est-à-dire réduire les risques de perte de production. Plus on va produire plusieurs cultures en même temps, plus on a la chance de pouvoir récupérer à la fin de la récolte, même en cas d'aléa, d'un quelconque aléa, soit climatique, soit attaque d'un ravageur, soit stress hydrique, on peut quand même au final réduire les pertes de récolte en faisant de la diversification agricole. L'agroécologie contribue aussi à une autonomie du producteur à l'endroit notamment des intrants agricoles de synthèse souvent coûteux qu'il doit falloir acheter. En plus, on avait parlé de la troisième dimension de l'agroécologie, donc on vise aussi à travers ces interventions, actions contre la faim aussi, vise à utiliser l'agroécologie comme un levier majeur de développement local et ciment de la cohésion sociale, notamment à travers la création d'emplois, mais aussi l'intégration sociale, notamment des couches défavorisées telles que les femmes ou les jeunes, notamment, qui n'ont pas accès à des facteurs de production. En ce qui concerne l'emploi, il est vrai qu'une des pierres souvent jetées dans les champs de l'agroécologie est le fait que c'est une pratique qui est très demandeuse d'emploi. Effectivement, en même temps, on peut prendre à rebours cette critique à l'endroit de l'agroécologie pour dire que ça peut aussi créer de l'emploi au niveau rural, notamment pour cette population active dans les pays en voie de développement qui est totalement désœuvrée et qui n'a pas d'autre choix que de faire de l'exode rural pour aller vers les centres urbains et périurbains. Alors, je partage là avec vous quelques exemples de projets d'action contre la faim en lien avec des pratiques agroécologiques. Comme vous voyez sur cette image, donc c'est une association culturelle, diversification de l'alimentation, à travers notamment ce que je disais, ACF, dans le cadre donc, de ces programmes agricoles, fait beaucoup la promotion de ce qu'on appelle l'agriculture sensible à la nutrition. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on appelle agriculture sensible à la nutrition? En fait, c'est une agriculture qui vise à assurer la sécurité, la production d'aliments nutritifs localement disponibles, sains, en qualité, en quantité suffisante et à des prix abordables pour satisfaire durablement les besoins alimentaires des populations auprès desquelles on intervient. On verra que deux fois, cette agriculture sensible à la nutrition va aussi au-delà des activités, va au-delà de la production agricole et inclure notamment des activités telles que l'éducation nutritionnelle, l'accompagnement au changement de comportement, etc. Donc un exemple, ça c'est en Birmanie, d'un projet Sustain, approche pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, dont l'objectif principal était d'améliorer le statut nutritionnel de populations auprès desquelles on intervient dans 5 régions de Birmanie à travers la consommation d'aliments riches en micronutriments, des pratiques d'éducation et des pratiques d'éducation nutritionnelle pour notamment, y compris l'éducation nutritionnelle, mais aussi des sciences culinaires pour donc amener ces gens à changer leur comportement alimentaire et à consommer beaucoup plus de fruits et légumes en lieu et place des céréales locales qui constituent la base de l'alimentation dans ces zones d'intervention. Les jardins de la santé. Pourquoi jardins de la santé? Tout simplement parce que, comme vous voyez ici, là c'est le Burkina, aussi pour accompagnement à la production maraîchère de groupements de femmes. Pourquoi on cible les femmes? Parce que tout simplement, les femmes sont ce qu'on appelle les gardiennes de la nutrition. Dans ces ménages, c'est elles qui produisent, c'est elles qui préparent, c'est elles qui servent à manger, etc. Donc c'est pourquoi nos programmes focalisent aussi beaucoup sur les femmes, en particulier les programmes des jardins de la santé ciblent beaucoup des groupements
groupements de femmes. L'objectif, c'est d'améliorer la disponibilité et l'accès à une alimentation de qualité pour les populations auprès desquelles on intervient. Cette approche du jardin de la santé, on a eu à le faire dans beaucoup de pays d'intervention, d'action contre la faim, dont le Mali, dont le Burkina Faso, mais aussi d'autres pays. La gestion aussi, la gestion post-récolte, en fait, quand on parle quand même de la sécurité alimentaire, on ne doit pas s'arrêter aussi seulement à la production, tout simplement parce qu'on sait aujourd'hui que plus de 20 à 30% de la production agricole mondiale est perdue du fait notamment de mauvais stockage, de mauvaises conditions de stockage. Donc, Action contre la faim essaye aussi, dans le cadre de ces programmes agricoles en sécurité alimentaire, de faire la promotion, de faire de la gestion post-récolte, des programmes centrés sur la gestion post-récolte, comme c'est le cas ici au Zimbabwe, qui vient de finir un projet, en l'occurrence, qui est un projet de recherche opérationnelle qui vise à investiguer en quoi la mise à disposition auprès des petits producteurs du Zimbabwe, petits producteurs essentiellement masicoles, donc producteurs de maïs, en quoi la mise à disposition auprès de ces petits producteurs d'équipements de stockage améliorés leur permettrait de réduire les pertes de récoltes, mais aussi ou surtout de réduire la contamination du maïs par l'aflatoxine, qui est une toxine qui se crée dans le maïs en conservation et qui est susceptible de contribuer à la malnutrition chronique et même à certaines maladies entéropathiques, mais aussi à certains cancers, non celui du foie et de l'intestin, etc. Donc, on a mis à la disposition de ces petits producteurs des équipements de stockage améliorés afin de tester en quoi cela peut améliorer leur sécurité alimentaire. Alors, on a beau prôner l'agroécologie, on a beau prôner l'agriculture durable, et on est en même temps conscient de quelques défis et quelques challenges pour cette transition vers l'agriculture durable, vers l'agroécologie. Donc, tout d'abord, c'est le fait que, du fait notamment que beaucoup d'agronomes, aussi bien au nord qu'au sud, ont été formatés au modèle conventionnel. Donc, l'agroécologie est conçue comme une agriculture du passé, donc une agriculture passéiste qui se délecte du passé et donc qui n'est pas capable d'assurer la sécurité alimentaire à grande échelle. Alors même que, comme vous l'avez très bien dit en ce qui concerne le ZAI, l'agroécologie n'est pas une agriculture du passé, ce n'est qu'une agriculture qui réclame le retour aux fondamentaux de l'agriculture, à savoir notamment la gestion de la fertilité du sol, que l'agroécologie, vous savez que l'agroécologie considère le sol comme un organisme vivant dont il faut préserver la fertilité et la fécondité. Donc l'agroécologie ne réclame que le retour aux fondamentaux de l'agriculture, c'est-à-dire la gestion de la fertilité du sol, à travers l'agroforesterie, à travers l'association culturelle, à travers la gestion de la matière organique du sol, etc., etc. Deuxième contrainte, deuxième défi à la transition agroécologique, c'est en lien avec les délais plus ou moins longs avant d'atteindre les résultats escomptés. Comme vous savez, c'est du long terme, c'est pourquoi on appelle agriculture durable. Ça prend du temps, ce n'est pas en une année, 2 ans. Des fois, en moyenne, il faut 3 ans, 4 ans pour que le sol retrouve sa fertilité, pour restaurer la fertilité d'un sol dégradé comme celui du sol du Burkina, par exemple, là où on fait du zaï. Et tout simplement, c'est un défi de taille parce que ce délai fait que les producteurs, en général, ils ne veulent pas prendre de risques. Ils ne veulent pas prendre de risques pour tester une quelconque innovation agroécologique. Forte demande en main-d'œuvre, j'en ai mentionné, en particulier durant les premières années de la transition agroécologique, parce que les premières années est très demandeuse en main-d'œuvre. Ça aussi, c'est une contrainte, c'est un défi à la transition agroécologique, en particulier dans les pays en voie de développement où l'agriculture est essentiellement manuelle. Il y a aussi la question des politiques nationales des États et des stratégies des bailleurs en faveur du modèle agricole conventionnel. Donc aujourd'hui, tous les financements des bailleurs vont plus vers le modèle conventionnel, ce qui fait qu'on n'arrive pas aussi à financer, par exemple, les agences de vulgarisation agricole ou même tout simplement les gestions de recherche agricole à travers notamment des financements publics ou privés en faveur de l'agroécologie.
Il y a aussi, donc je disais tantôt, manque d'investissement public ou privé pour la recherche-action en agroécologie, mais aussi manque d'accompagnement des institutions et des systèmes de vulgarisation agricole sur l'innovation agroécologique. Alors, nous proposons aussi quelques réponses à ces défis. On identifie ces défis, donc on va proposer aussi quelques réponses à ces défis. C'est d'abord faire la promotion de l'agroécologie dans le cadre des politiques agricoles nationales, présentant l'agroécologie comme une approche pouvant fournir des solutions durables à la sécurité alimentaire et à la nutrition, donc des solutions durables et alternatives au modèle conventionnel. Pour cela, il doit falloir travailler à la production d'évidences scientifiques qui mettent en avant les atouts de l'agroécologie comme une alternative à même de permettre d'assurer la sécurité alimentaire dans nos zones d'intervention. Alors, deuxième réponse, c'est de soutenir la recherche et la programmation agricole avec un focus sur des stratégies de transition. Comment donc accompagner, faire de la recherche, comment accompagner sur l'accompagnement de la transition agroécologique en mettant en avant donc les atouts et les évidences sur le rôle de l'agroécologie comme un modèle de développement agricole qui puisse permettre de réaliser les 4 dimensions de la sécurité alimentaire. C'est aussi déployer l'agroécologie, développer des cursus de formation académique centrés sur l'agroécologie au sein des cursus universitaires, en particulier dans les pays du Sud, à travers, mais aussi des apprentissages à travers les producteurs eux-mêmes, à travers l'organisation des champs écoles paysans et autres. Sensibiliser les bailleurs à s'engager davantage avec le gouvernement pour accompagner la transition agroécologique. Là, en l'occurrence, on peut dire qu'on peut jeter une petite fleur, en tout cas au gouvernement français, qui a mis quand même en avant un programme sur l'agroécologie et qui l'a fait quand même adopter aussi au sein de la FAO, où aujourd'hui il y a un certain nombre de pays appelés le groupe des amis, des pays amis de l'agroécologie qui travaillent à faire la promotion de l'agroécologie, même au sein des institutions onisiennes. Et tout récemment, il y a eu un symposium agroécologie qui avait porté notamment sur les questions de la mise à l'échelle de l'agroécologie pour assurer la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale. Alors, une conclusion rapide. Donc, comme vous voyez, il existe plusieurs passerelles. La question était de savoir quel modèle agricole. Donc, il existe plusieurs passerelles entre l'agroécologie, la sécurité alimentaire et la nutrition. Mais pour que l'agroécologie, pour aller vers cette transition donc, du modèle conventionnel vers le modèle agroécologique et le modèle des systèmes de production agricole durable, il est absolument nécessaire de travailler, de faire à la promotion de l'agroécologie par du plaidoyer politique à l'endroit des décideurs, parce qu'après tout, c'est les politiques qui décident, en mettant en avant les argumentaires qui mettent en valeur les atouts et les potentiels de l'agroécologie. Mais de façon générale, comme je le disais tantôt, l'impact de l'agroécologie sur la sécurité alimentaire et la nutrition doit être ciblé à travers des interventions qui vont au-delà de la simple production agricole, incluant donc la communication au changement de comportement, le développement des chaînes de valeur sensibles à la sécurité alimentaire et à la nutrition, l'éducation nutritionnelle, etc., etc. Donc, je pense que je suis à la fin de ma... Ouais. Merci Madame Dulin. Quelques minutes pour échanger. Moi j'avais une question pour aborder. Vous avez fait le lien avec l'agriculture familiale et l'agroécologie. Est-ce que ça veut dire que l'agroécologie ne peut être qu'une agriculture familiale ou est-ce qu'on peut l'imaginer dans des structures où... Non. Alors, pourquoi j'ai mentionné la question de l'agriculture familiale tout simplement parce que l'agroécologie est basée sur 6 principes. Et l'un des premiers principes, c'est basé sur une éthique familiale. C'est-à-dire, à la base, l'agroécologie est basée sur une éthique familiale au sein de laquelle l'agriculture familiale en est une composante essentielle. En revanche, effectivement, on peut adopter les pratiques de l'agriculture. D'ailleurs, c'est l'appel que beaucoup d'acteurs
font à l'endroit, en tout cas, des pays développés, c'est de le faire en sorte que cette agriculture industrielle des pays développés aille vers de l'agroécologie, notamment à travers la réintroduction de l'arbre, comme vous l'avez mentionné tantôt, dans l'introduction de l'arbre dans les prairies. Tout ça, c'est des pratiques agroécologiques. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi dans des systèmes qui ne soient pas... Mais est-ce qu'on peut transformer un système agro-industriel en un système agroécologique? Autrement dit, est-ce qu'on peut passer d'un modèle à un autre par petites touches, ou est-ce qu'il faut complètement changer de modèle? Non, ce n'est pas petites touches, c'est pourquoi je vous ai montré ce graphique. On ne peut pas, d'un revers de main, du jour au lendemain, donc balayer d'un seul l'agriculture conventionnelle, mais par contre, passer... D'où cette étape de transition, en fait. La transition, elle est essentielle. La phase transitoire est essentielle à l'agroécologie. C'est-à-dire, sachant que quand même ces systèmes conventionnels sont là depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a tout un système qui est mis en place. Les formations universitaires sont centrées sur ce modèle conventionnel, donc il y a tout un travail à faire pour pouvoir changer ce modèle conventionnel. Mais c'est quelque chose qui est bien faisable, convertir, amener donc les modèles conventionnels vers les modèles agroécologiques plus durables, peut-être à travers des phases transitoires qui prendra du temps. Merci. Alors à vous la parole pour quelques interventions. J'ai une question à propos de la recherche. ACF soutient des actions de recherche. Est-ce qu'il y a des résultats ou des conclusions tirées de ces recherches que vous avez soutenues sur l'agroécologie? Très belle question, oui. En l'occurrence, en ce qui concerne donc le projet Zimbabwe, oui, il y a des résultats. Il y a un certain nombre de publications scientifiques qui ont été produites. Certaines publications ont été soumises, n'ont pas encore été publiées, mais oui, on a des résultats et qui montrent très clairement en ce qui concerne par exemple la mise à disposition de ces équipements de stockage, qui montrent que la mise à disponibilité auprès de ces petits producteurs de ces équipements de stockage réduit la contamination du maïs en conservation par l'aflatoxine. En plus, ça permet aussi aux petits producteurs de pouvoir conserver ce maïs sur l'année, en fait, sur le long terme, au cours de l'année, et lui permettre d'accéder au marché, au fil des saisons ou au fil des mois. Parce que vous savez que dans beaucoup de pays, en particulier dans les pays sahéliens, Mali, Niger, etc., en général, les paysans, ils vont au marché juste après la récolte. Donc, ils bazardent la récolte juste après la récolte, et ils vont 2-3 mois après sur le marché racheter le même produit à 2-3 fois plus cher, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'équipement de stockage. Donc, l'équipement, par exemple, la mise à disposition d'équipements de stockage contribue aussi au développement de ces chaînes de valeur, sensibles à la nutrition. Comment se passe l'appropriation par les agriculteurs en fait, de ces nouvelles techniques qui sont finalement, comme vous dites, pas nouvelles et plutôt traditionnelles? Est-ce qu'on parle de changement? Est-ce qu'il y a une résistance au changement? Et voilà, comment ces techniques qui, pour les pays qui sont adopteurs à révolutionnaires, sont nouvelles, en tout cas sans être en temps en arrière. Et d'après ce que vous dites, je ne sais pas si on peut avoir un peu ce constat, je ne sais pas s'il est triste ou heureux de se dire que la révolution verte, c'est plutôt bien qu'elle ne soit pas implantée dans certains pays en développement, puisqu'on revient un peu à des techniques traditionnelles. Voilà, je ne sais pas ce que... Alors, certaines innovations agroécologiques sont effectivement issues de l'innovation paysanne. Par contre, certaines sont issues de la recherche agricole, en particulier tous les phénomènes en lien avec, par exemple, les interactions qui ont lieu lors d'une association culturelle, par exemple. C'est des choses qui sont basées sur des données scientifiques. Et donc, c'est les deux. On a les deux. Aussi bien l'innovation paysanne que l'innovation, entre guillemets, plus ou moins cartésienne, issue donc de la recherche scientifique. Et une question portée sur la résistance au changement. Et il y a aussi l'appropriation. Oui, c'est vrai. La deuxième partie, oui. Oui, il y a aussi la résistance au changement auprès de certains producteurs, en particulier même dans les pays. Par exemple, si on a des producteurs qui ne font essentiellement que de la production céréalière à base de mil,
populations auxquelles on demande par exemple de faire de l'intégration de l'agriculture et de l'élevage, qui est quand même une des pratiques que prend l'agroécologie. Et des fois, il y a une sorte de réticence à adopter, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas des fois assez de superficie pour intégrer aussi bien la production végétale que la production animale. Mais aussi, des fois, c'est juste en lien avec des habitudes alimentaires. Par exemple, dans nos programmes, on fait la promotion des cultures maraîchères, par exemple, et on voit qu'il y a beaucoup de populations auprès desquelles on intervient qui produisent ces cultures maraîchères, mais qui ne les consomment pas. Alors que l'objectif pour nous, c'est de pouvoir les amener à les consommer, d'où l'alignement de nos programmes en sécurité alimentaire avec cette éducation nutritionnelle, mais aussi cet accompagnement en changement de comportement. Vous avez insisté finalement sur le côté un peu conventionnel des politiques nationales sur l'agriculture. Est-ce que vous avez pu observer des contre-exemples de politiques nationales qui étaient plus vertueuses et qui se rapprochaient davantage de l'agroécologie? Alors, je voulais par exemple juste signaler le cas du Brésil qui pendant une quinzaine d'années en fait a quand même développé un programme qui a eu des résultats intéressants, qui s'appelle le programme Faim Zéro, qui était basé sur la combinaison en fait de plusieurs outils. Et voilà. Et donc je voulais vous demander si vous aviez aussi dans votre réflexion finalement une évaluation de ces politiques à grande échelle qui ont pu être menées par exemple au Brésil, ce programme Faim Zéro. Est-ce que ça alimente votre réflexion en tant qu'association? Bon, il se trouve qu'au Brésil, les associations ont aussi été très partie prenante en fait de ce mouvement. Elles ont été sollicitées, elles sont intervenues aussi, et parallèlement à l'État, les associations nationales, c'est-à-dire locales. Donc, est-ce que ces expériences-là sont finalement matière à réflexion pour vous? Comment est-ce que vous les voyez? Effectivement, oui. Vous avez mentionné le cas du Brésil qui a fait, on va dire, des efforts sur certains aspects, notamment de la durabilité agricole, mais quand même le Brésil reste aujourd'hui encore sur le modèle conventionnel qui est dominant au Brésil, notamment à travers la déforestation, la production du soja, etc. Mais s'il faut citer peut-être un pays modèle, je n'ai pas en tête un pays modèle qui soit... Ça dépend en fait des politiques agricoles menées dans les pays. Donc il y a des pays, par exemple le Burkina Faso était un pays qui était ouvert par exemple aux OGM depuis 2 ans, 3 ans. Donc le gouvernement s'est rétracté, donc ils se sont retirés. Donc il n'y a plus de la promotion des OGM. Donc ça dépend en fait des gouvernements en place. Et donc c'est des choses changeantes d'un gouvernement à un autre. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'on suit effectivement de près parce qu'on fait quand même de la veille sur tout ce qui se passe à travers le monde sur les questions, sur les enjeux de durabilité agricole. Vous parliez d'un groupe ami de la FAO, ami d'agroécologie. Quels sont ces pays amis de l'agroécologie qui sont amis à la FAO? Il y a la France déjà, il y a le Japon, la Suisse, mais aussi tout dernièrement, on m'a dit le Brésil. Et donc... c'est pour vous dire que c'est un groupe informel, il n'y a pas de... Ce qui fait que bon, les gens un peu mettent en doute un peu ce club des amis de l'agroécologie, tout simplement parce qu'on trouve toutes les obédiences possibles en termes de production agricole. C'est-à-dire qu'au sein de la FAO, est-ce que l'agroécologie est maintenant portée comme quelque chose... Au niveau de la stratégie globale. Alors, c'est ce qu'essaye de faire. Voilà, c'est ce qu'essaye de faire notamment ce groupe des amis de l'agroécologie au sein de la FAO. L'idée notamment par la France, mais aussi par la Suisse, donc par l'ambassadeur suisse auprès de la FAO, qui est le président de ce groupe, qui essaye d'avancer, qui essaye de faire avancer la question de l'agroécologie. Mais il y a encore du chemin à faire. Sachant que la majorité est toujours dans le conventionnel, c'est le Brésil, l'Argentine, les États-Unis, Canada,
etc. Oui, madame. On parle ici des transitions d'un modèle à un autre, du conventionnel à l'agroécologie. Donc dans la transition, il y a un passage, vous avez indiqué d'un système à un autre, vous avez indiqué qu'il y avait une prise de risque pour les agriculteurs qui souhaitaient se lancer dans l'agroécologie. Oui. Est-ce qu'à votre connaissance, il existe des incitations, quelque part, ou des mécanismes assurantiels, une forme qui permet justement d'enclencher et de faire cette transition? Alors, dans les pays du Nord, ça existe. Il y a déjà des incitations, par exemple, pour se lancer dans l'agriculture biologique, pour faire la reconversion agroécologique, à travers notamment le paiement d'un certain nombre de services écosystémiques, par exemple. Mais dans les pays du Sud, il n'y a pas ces... Je ne connais pas de pays du Sud où on a mis en place ces mesures incitatives d'adoption de l'agroécologie. D'où ce plaidoyer à l'endroit des bailleurs pour qu'ils puissent peut-être, à travers des microfinances, des microcrédits, financer des programmes de transition agroécologique dans les pays du Sud. Mais c'est des choses qui existent dans les pays du Nord, en France, en Allemagne, en Suisse, etc. Ou en tout cas au sein de l'Union européenne. Oui, Cyril, tu peux compléter. Cyril, c'est mon collègue qui est d'ailleurs responsable du service sécurité alimentaire et moyens d'existence. Pour compléter la réponse sur des mécanismes d'aide, d'appui à la transition, il y a effectivement le travail des ONG qui sont là pour accompagner effectivement cette transition, pour appuyer donc, les agriculteurs qui souhaitent développer des pratiques en agroécologie à travers notamment des filets sociaux de sécurité, c'est-à-dire des paiements réguliers, monétaires, de manière à ce qu'ils puissent être mieux en mesure d'assumer ou de prendre en compte le risque que peut représenter cette transition. Donc ça, c'est une possibilité. Après, au niveau des différentes politiques, ce qu'on peut voir notamment en Afrique de l'Ouest, à la fois dans les programmes régionaux d'investissement agricole, programmes nationaux, oui, généralement, la question de l'agroécologie, la question de l'agriculture sensible à la nutrition, elle est inscrite dans ces politiques. Après, maintenant, le problème, c'est généralement sa déclinaison au niveau opérationnel. À savoir que les financements proviennent de différentes sources. On a des financements qui proviennent beaucoup en ce moment, soit de la part de l'USAID ou de la Fondation Gates, qui prônent un certain modèle agricole, pas toujours en lien avec, et certainement pas d'ailleurs, avec un modèle agroécologique. Donc les États sont également tiraillés, c'est-à-dire qu'il y a cette inscription dans effectivement les cadres politiques, mais après avec une grande difficulté de mise en œuvre, parce que les financements sont multiples et au final, l'efficacité de ces politiques comme orientation, comme pour guider effectivement le développement, est quand même assez faible. Donc là, il y a tout un travail effectivement à fournir ensuite, de manière à ce que ces politiques puissent se refléter dans la réalité par un changement, par une transition sur le terrain. Merci beaucoup.